Yes, we can. Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella, évidemment. Il est attendu, redouté, parfois même scruté par les chercheurs de tête, le classement académique des meilleures universités mondiales établi par l'Université de Shanghai. Du côté de l'Espagne, 12 campus figurent cette année dans le classement, mais une fois de plus, aucun parmi les 100 premiers. Être dans le classement de Shanghai n'est pas une si bonne nouvelle si aucune université espagnole ne figure parmi les 150 premières, déplore le quotidien El País. Un classement qui consacre évidemment les États-Unis avec 137 établissements distingués. La France compte 22 universités de haut rang. Les titres de votre 20h. Que reste-t-il des révolutions arabes? C'est le regard du 20h avec le journaliste Sébastien Pizan et le philosophe Daniel Arnaud. Photographe amoureux de sa terre, Loïc Colonne est l'invité événement de votre 20h. Bonsoir mon cher Loïc. Comment ça va? Je vous en prie, installez-vous. J'ai dû lever la tête. Oui. Alors vous publiez le second opus de Corsica tra mare e monti. La préface est signée Petru Guelfuch. Il s'agit d'un véritable voyage photographique au cœur de l'identité insulaire, l'identité géographique et historique. Avez-vous voulu percer l'âme corse, Loïc Colonne? Je ne sais pas si j'ai voulu percer l'âme corse. Quand on fait ce genre d'ouvrage, enfin du moins pour ma part, c'était d'aller au-delà du cliché ou de la carte postale. C'est de montrer un peu la globalité de notre île et la richesse à la fois patrimoniale ou naturelle et historique de notre île. Ce qui est très intéressant, Loïc, dans votre travail photographique, c'est que, évidemment, chaque photo peut se découvrir de façon unitaire. Mais on a le sentiment, quand même, que vous nous racontez une histoire à travers toutes les photos. Presque même qu'une répond à l'autre. Mais disons que ce livre-là a été monté de telle manière que, par les mini-dossiers qui ont été inclus dedans, ça permet à la fois de rythmer la lecture et aussi de plonger un peu plus profondément dans certaines caractéristiques. On va dire de l'île tout simplement et de son histoire. C'est-à-dire quand je fais une série sur les portes, voilà, l'idée c'est pas de mettre 1 million de portes, c'est de rythmer la lecture par des points précis, des petits détails, des choses. Et j'ai vu que les choses ont plu. C'est tout simple. Et comme je dis toujours, dire ce que je mets dans mes livres, c'est ce que tout le monde voit. Rien de plus. C'est juste qu'à un moment donné, il faut être capable de figer, de se dire waouh, il y a quelque chose. Et nous, on a tout là sous les yeux au quotidien. Et souvent, on n'est pas capable de mesurer la richesse de notre quotidien. Quand vous dites qu'il faut être capable de figer, de se dire c'est le bon moment, est-ce que ça veut dire aussi que vous laissez parfois la place au hasard? Alors, John Stuart Mills, un philosophe anglais, disait « La photographie est une brève rencontre entre la prévoyance et le hasard ». Et pour ce que je fais moi, ça fonctionne. C'est-à-dire que non, on ne fait pas tout au hasard. C'est pas possible. On commence à connaître les endroits, le soleil, tout ça. Donc on peut prévoir. Mais ça ne garantit pas, c'est pas parce qu'on a prévu tel moment à telle heure, la qualité de la photo. Et d'un autre côté, le hasard existe parce que parfois, la situation est telle que si on a un appareil photo, on saisit. Donc c'est un mélange des deux, je pense. On prévoit quand même un peu, et après on découvre. Il faut faire l'effort déjà de s'approprier, de se réapproprier notre territoire. Quand on se promène du côté de Moon ou quand on va monter dans certains endroits, voilà, c'est là. Il faut juste y aller. Et faire l'effort des fois d'y aller parce que des fois c'est des endroits qui sont un peu loin. Et même si c'est une petite île, il faut y aller, ouvrir les yeux. Et voilà, ça veut dire prévoir. J'y vais. C'est pas dit que la photo qui sort soit bien, mais je dois y aller. Est-ce que vous êtes surpris, encore aujourd'hui, par ce que vous voyez? Toujours. Mais toujours. C'est ça qui est terrible, c'est que quand on voit, je sais pas, si on va chercher ne serait-ce que pour les couleurs d'un ciel ou quoi, c'est tellement... Vous savez, un lenticulaire, un altocumulus lenticularis, sans faire le météorologue ou quoi que ce soit, parce que je ne suis pas, nous on en a régulièrement. Il y a des endroits qui n'en ont jamais vu. Des gens sur le continent qui n'ont jamais vu ça. Nous on les a. Et c'est naturel. Voilà. Donc il faut, quand on voit un nuage dans le ciel, il faut se dire, waouh, on a de la chance. Vous êtes un grand contemplatif,
Oui. Et vos photos, ça c'est assez fort, je dois le dire, pour le lecteur. Vos photos nous incitent d'ailleurs à la contemplation. Il y a presque un côté où vous nous dites, peut-être de manière informelle, viens avec moi, viens te balader avec moi. Disons la composition de ce livre, c'est un peu ça quand même. On s'aperçoit qu'on fait un tour de Corse. Et dans l'absolu, n'importe qui peut le faire, avec moi ou sans moi, et même sans moi, tant mieux. Mais de s'approprier certains endroits, et d'aller au-delà de la carte postale. La carte postale, c'est très bien, ça sert, hein, il en faut. Mais voilà, je pense qu'on peut aller assez facilement au-delà de ça. Et voilà, se dire que la Corse, mais aussi que la Corse étant une île de beauté, on n'invente rien, c'est la vérité, mais c'est aussi une terre d'histoire, c'est une terre de tradition. Donc voilà, il faut aussi se détacher juste de la petite photo qui va bien, c'est d'aller un peu plus loin, de réfléchir. Ouais. Voilà. Oui, vous poussez à la réflexion à travers vos photos. Et alors, je vais vous dire ce que aussi j'ai ressenti, parce que c'est ça qui est le principe de notre dialogue. Et ça, c'est assez curieux, je dois l'avouer. Peu de photographes m'ont fait cet effet, je vais le dire clairement. On a le sentiment parfois que dans le champ, à tout moment, peut intervenir quelqu'un. Ça veut dire que le hors-champ est presque aussi important, Loïc Colonne. C'est intéressant. C'est un point de vue que je ne connaissais pas, que je n'imaginais pas, parce que moi je le fais. Et puis après, ce qu'il y a de bien quand on échange beaucoup avec les lecteurs ou les gens qui ont regardé, on s'aperçoit qu'il y a plein de manières différentes de voir mes photos ou de voir mon bouquin. Donc, c'en est une autre. Mais est-ce que ça veut dire que est-ce que vous y pensez au hors-champ lorsque vous prenez une photo ? Moi, je prends... Voilà, là, on voit que sur certaines photos, cette année, il y a une plus grande prise de risque au niveau des cadrages et des traitements. C'est-à-dire qu'on sort, quand on commence à toucher noir et blanc, certains traitements, on essaye... Moi, j'essaie de faire ce que je ressens. C'est-à-dire que moi, quand je fais des photos, des fois, ça me parle en noir et blanc, des fois, ça parle en couleur, des fois, ça parle en carré, des fois, ça me parle en format 2/3. Je sais pas. Le hors-champ... Je sais pas. Est-ce que c'est scénarisé ? On a dit il y a le hasard, mais est-ce que vous y allez, quand vous allez dans un endroit, découvrir et que vous vous dites je vais faire cette photo-là, est-ce que c'est quand même scénarisé un petit peu en amont ? Pas forcément. Non, pas forcément. Non, c'est pas scénarisé. C'est que les endroits, je les ai en tête, où je les découvre. Et après, c'est ce qu'on fait dessus. C'est-à-dire que si je décide de faire une pause longue avec un filtre, c'est une manière de faire. Si je décide de la faire brute comme ça, c'est autre chose. Non, c'est pas spécialement scénarisé. Généralement, je sais ce que je veux faire. Qu'est-ce que racontent ces photos, vos photos, de votre vie ? Disons que de ma vie, finalement, on s'aperçoit que c'est quand même un sacré résumé de tout ce que j'ai pu faire depuis une quinzaine d'années, quoi. Et on s'aperçoit qu'il y a de la montagne, qu'il y a de tout, il y a plusieurs techniques qui ont été faites. Mais je dois dire que on peut parler de la photo, mais on peut parler aussi, des gens qui ont travaillé avec moi sur ce bouquin. Et ça marche ensemble, parce qu'un livre de photos, c'est bien. Moi, j'ai voulu quelque chose de très épuré, basé sur la photo, mais néanmoins, ça a permis de rencontrer des gens et de travailler avec des gens comme Christophe Limonge, qui m'a filé un coup de main sur des textes, sur des poèmes, des choses que moi, je suis, en toute honnêteté, incapable de faire. Mais eux, il y a des gens qui savent très bien faire ça. J'ai l'amitié de Pedro Galfucci qui m'a fait la préface. Diana Saliceti m'a aidé, Philippe Grimadi. C'est une aventure collective. Oui. Et je suis content de voir qu'ils étaient ravis de le faire. Et ça me rend un grand service quand même. C'est important. Parce que c'est quand même, pour faire quelque chose de sérieux, de bien, il faut pas ces petits détails qu'il faut quand même, je pense, qui comptent dans la lecture. C'est pour ça que c'est un livre, comme on m'a dit plusieurs fois, ou comme le premier l'était, qui se lit dans tous les sens. Oui, c'est vrai. Alors, on peut aller revenir, reprendre un petit texte, là, voir la traduction, parce que tout est traduit encore, c'est en anglais, pour essayer de toucher le maximum de personnes. Donc voilà. Les gens ont aimé, je suis ravi, et après, voilà. On a aimé également, toute l'équipe de Pendant le 20h a aimé. Merci pour l'invitation en tout cas. Merci à vous d'avoir accepté, notamment Sébastien Pisagne, qui était très heureux de savoir que nous avons oui, vous avez fait l'amitié d'être là parmi nous ce soir. Merci beaucoup Loïc et bonne route pour cet ouvrage. Merci. Chaque soir, elle décrypte les réseaux sociaux, mais ce soir, particularité, elle s'est intéressée à un chiffre, ou plutôt plusieurs chiffres concernant les manifestations. Le compte est-il bon ? La différence entre le nombre de manifestants communiqués par les organisations lors d'une manifestation, évidemment, et les services de préfecture, de police de l'autre. C'est la séquence Inès décrypte.
Bonsoir Inès. Bonsoir Philippe. Alors oui, les chiffres ce soir, moins sur les réseaux, mais plus sur les chiffres. Oui, pour une fois. Ouais. Bon là, ça ne se voit pas, mais en fait, je manifeste toute seule. C'est peut-être la solution. C'est assez efficace pour éviter les écarts de comptage. Parce que oui, on l'a tous remarqué, les estimations... Manifester toute seule, je reste sur ce... Non, bah alors pour tout dire, les débatteurs m'ont lâché. Voilà, nous ne cachons rien, la transparence dans cette émission. Sébastien Pizan et Daniel Arnaud On donne t'ont des lâché noms, juste avant d'accord, d'arriver. très bien. C'est ça. Donc je disais que oui, on l'a tous remarqué, les estimations varient parfois du simple au double, voire beaucoup plus. Et ça a encore été le cas le 24 septembre dernier, lors d'un rassemblement à Ajaccio, où un certain nombre de personnes, donc, avaient manifesté pour demander l'amnistie des prisonniers corses détenus sur le continent. Alors, faisons les comptes. Selon les organisateurs, 10 000 personnes ont défilé dans les rues. Pour la police, le cortège en comptait 2 500. Au lendemain de l'événement, Corse Matin coupait la poire en deux. 7 000, pouvait-on lire dans les colonnes. Oui, Corse Matin, c'est la une, je crois qu'on l'a vu, à l'image. Le fossé se tient donc à une différence de méthode de comptabilité. En fait, non. Les forces de l'ordre et les manifestants se basent sur les mêmes éléments. Alors, le nombre de personnes par rangée, la longueur du défilé, la largeur des rues ou encore la vitesse du cortège. Alors, on va prendre le cas de la police, donc, qui se place stratégiquement sur des points en hauteur, donc au milieu et en début de cortège, et clique toutes les 10 personnes sur un compteur manuel. Par précaution, la police ajoute aussi 10 à 15% de marge d'erreur en faveur des manifestants. D'accord, ça c'est la méthode de la police. C'est la méthode officielle. Ensuite, on n'oublie pas qu'ils se font un petit replay de la vidéo du défilé, on prolonge le plaisir. Et puis pour être au plus près de la réalité, ils ont également effectué une prévision en amont. Alors, on ne va pas se le cacher, souvent la police est soupçonnée de minimiser le nombre de manifestants et les organisateurs, au contraire, d'augmenter. Oui, c'est ça en fait. On va prendre l'exemple de la manifestation contre la loi travail cet été, un exemple édifiant. Alors là, il y a eu soit pifomètre, soit mauvaise foi dans l'un des deux camps. On a carrément eu droit à un record du 1 contre 10. Oui, c'est pas mal, hein. Ouais. C'est un vrai record. Donc pour la police, on comptait 125 000 manifestants lors de la journée de mobilisation nationale du 14 juin. Et pour les syndicats, ils étaient 1,3 million. Donc dans la mêlée, on le comprend, les chiffres se font malmener. Et pour cause, il y a en fait un autre bras de fer qui se joue. D'un côté, le pouvoir donc, qui veut minimiser ces chiffres, et de l'autre côté, les manifestants veulent prouver en fait que la manifestation ne faiblit pas. Oui, qu'elle a bien réussi. Alors, pour trancher, est-ce qu'il existe une méthode ou plusieurs méthodes alternatives ? Alors, si tu veux, par exemple, on peut sortir les grands moyens. On a la méthode de comptage par laser et hélicoptère. C'est superbe. Alors, ça en jette et ça laisse peu de place aux polémiques, sauf que c'est très coûteux. Alors, tu me diras que finalement, pour arrêter de jouer au qui dit mieux et éviter que les fourchettes ne se transforment en râteaux, autant ne pas y aller avec le dos de la cuillère. Merci beaucoup, Inès, pour ce décompte que j'espère réussi. Merci beaucoup, ma chère Inès. La question de votre 20h. Que reste-t-il des printemps arabes ? Elle va opposer Daniel Arnaud, philosophe, qui s'intéresse beaucoup à la géopolitique, notamment dans ces régions-là, et Sébastien Pizagne, notre journaliste. Bonsoir, messieurs. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Que reste-t-il des printemps arabes ? Daniel Arnaud, philosophe et enseignant, Sébastien Pizagne, journaliste notamment au quotidien Corse Matin. 5 ans après les mouvements qui ont ébranlé le monde arabe en 2011, aujourd'hui l'heure est au bilan. D'après vous, j'entends bien bilan, on va y revenir Sébastien. Daniel, je commence avec vous. Que reste-t-il selon vous des printemps arabes ? Bon, je dirais pas grand-chose. Parce que c'est un échec quand même. Je tiens à préciser tout de suite, parce qu'après la chronique d'Inès, on a cru comprendre que Sébastien et moi, on était des lâcheurs de manifestations, de révolutions. Sur les révolutions arabes, nous n'y sommes pour rien, je crois. Que pour de bonnes causes. Que pour de bonnes causes. Non, mais plus sérieusement, échec, je dirais, 5 ans après, à part peut-être en Tunisie, mais on n'a peut-être pas mesuré à quel point ces révolutions étaient différentes dans des pays, en fait, différentes. On a eu tendance, avec un regard occidental, à globaliser les choses, alors que bon, si on fait le bilan, on a la Tunisie, dont on reparlera peut-être la seule démocratie du monde arabe, la Libye dans le chaos,
L'Égypte, on est revenu au statu quo. Printemps arabe, automne islamiste et reprise en main par l'armée. Et puis bon, la Syrie, c'est la guerre civile. Alors guerre civile, je le mets entre guillemets parce que d'ailleurs l'expression, la sémantique est peut-être discutable justement. Mais disons guerre civile terrible depuis 4 ans, 5 ans. Donc globalement un échec. Et puis beaucoup de désillusions. Voilà. Alors le bilan sombre, très très sombre pour Daniel Arnaud. Oui, alors moi j'aime pas trop l'idée de bilan. Parce que ça me renvoie à une notion, à un brin comptable, et peut-être même d'ailleurs cette espèce de comptabilité que tiennent quelques capitales occidentales après quelques interventions pour le moins douteuse, enfin qui a relevé à mon sens de l'art de l'apprenti sorcier. Ouais. Je pense en particulier à la Libye, évidemment. Mais bon, la Syrie, dont parlait Daniel, effectivement, peut être mise dans ce registre-là. Donc, bilan, oui, évidemment, qui est en tout cas très inquiétant. Ça, c'est évident. On parlait de cet automne islamiste, on peut même parler de cet hiver djihadiste qui s'est abattu sur un certain nombre de pays, des reprises en main particulièrement virulentes comme en Égypte. Donc on a eu, c'est vrai, de gros espoirs, je crois, dans tous ces pays occidentaux, à travers une population qui se libérait, une parole qui se libérait. Et là, sauf dans le cas de la Tunisie, mais ça reste à mon sens assez précaire malgré tout, effectivement, une forme de désillusion, on est obligé d'en arriver là. Alors, les révolutions arabes, on a aussi souvent appelé ces révolutions les révolutions Twitter, parce que les jeunes ont été aux avant-postes, justement, pour la diffusion de l'information. Et si l'on reste sur les jeunes, c'est important parce que c'est aussi eux qui ont été leaders dans ces révolutions-là. D'après l'Organisation internationale du travail, le chômage des jeunes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord était de l'ordre de 25% en 2011. Aujourd'hui, il atteint les 30%, soit plus du double de la moyenne à l'échelle mondiale. Est-ce qu'en ce sens-là, les aspirations à plus de justice sociale, plus d'équité de la jeunesse arabe a échoué ? Pour ma part, je dirais oui. On a une crise politique, on a une crise sociale, mais je reviens quand même d'un mot sur la notion de révolution Twitter. Je pense que ça a été le biais, le prisme, notamment au travers du prisme journalistique, qui a biaisé un petit peu l'appréciation qu'on a eue sur ces fameuses révolutions arabes. C'est vrai que dans ces pays, alors souvent sur ce plateau, on parle d'une fracture culturelle, c'est un sujet que nous avons déjà abordé, et moi ma conviction, c'est que la fracture culturelle, elle traverse tous les pays, y compris les pays du Proche, du Moyen-Orient, du Maghreb. Donc je ne confonds la jeunesse d'une manière globalisante, pour moi ça ne veut rien dire. On ne peut pas confondre la jeunesse bobo, si j'ose dire, de pays comme la Tunisie ou l'Égypte, qui se réunissaient sur la place Tahrir en Égypte, ou alors sur l'avenue Habib Bourguiba en Tunisie, avec l'ensemble de la jeunesse du pays. Souvent on a une jeunesse un petit peu branchée, classe moyenne, on va dire, mais qui n'est pas forcément représentative de toute la population. Je rappelle juste que l'Égypte, c'est quand même près de 100 millions d'habitants. Donc quand les journalistes vivent les révolutions arabes sur la place Tahrir avec juste le prisme de cette jeunesse-là, ils ne sont pas forcément au parfum, si j'ose dire, de ce qui se passe dans le reste du pays. C'est comme si vous envoyiez des caméras à Saint-Germain-des-Prés, dans le 16e, 17e arrondissement, pour parler de l'état du pays réel, de la France en général. Alors, est-ce que ça a changé tout de même quelque chose si on reste sur le traitement de l'information à ce niveau-là, Sébastien? Est-ce que vous avez le sentiment, vous le journaliste, que ça a modifié quelque chose? Alors moi, je veux rester un peu en interne de cette population, de ces différents pays. Je pense qu'effectivement, les réseaux sociaux ont contribué à certaines mobilisations, plus ou moins bobo, alors dans quelle proportion, je ne sais pas exactement. Ça a participé à cette fameuse parole qui se libère dont je parlais tout à l'heure. Maintenant, attention, restons prudents. Révolution Twitter, je ne sais pas. Grosse reprise en main, très grosse reprise en main, notamment en Égypte, ou alors d'ailleurs en Syrie, par les services de Bachar el-Assad, de cette sphère Internet qu'on a vite essayé de contrôler, de maîtriser au mieux. Donc cet aspect-là, oui, bien sûr, ça nous a notamment donné, d'un point de vue purement journalistique, la possibilité de donner un certain nombre d'images que l'on avait de la peine à aller chercher, au-delà de certains endroits très représentatifs, comme certaines places. Donc c'est sûr que ça a contribué à notre information. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu fragmentation dans ces pays-là, je l'ai dit, sociale, culturelle, économique, les inégalités sont de plus en plus croissantes. On va le dire vraiment, c'est clair, c'est donné par tous les chiffres, pratiquement par tous les chiffres, des indicateurs économiques, sociaux et culturels. Est-ce que ça a nourri, Daniel, vous connaissez bien ces régions, est-ce que ça a nourri, d'après vous, l'émergence de l'État, du mouvement terroriste dit État islamique?
Ah oui. On l'a dit tout à l'heure, crise politique, crise sociale. Et si on va vraiment du côté du Proche-Orient, je pense notamment à la Syrie, je pense que la déstabilisation qui a suivi les révolutions arabes, notamment en Syrie, a favorisé l'émergence de l'État islamique. Il faut refaire un petit peu l'histoire, faire les rappels. Tout cela nous ramène à 2003 quand même. L'intervention américaine en Irak qui a plongé cette région dans le chaos, ce qui était annoncé par Dominique de Villepin, qui avait été le porte-parole de la France à l'ONU pour s'opposer justement à l'intervention américaine, parce que l'État islamique, qu'on n'appelait pas encore État islamique, mais les groupes djihadistes ont commencé à prospérer à la faveur du chaos irakien. Et je rappelle que la Syrie est limitrophe de l'Irak. Moi, quand je me promenais en Syrie il y a quelques années, avant que ce soit la guerre, je le précise quand même, c'était en 2007, c'était une oasis de paix au Proche et au Moyen-Orient, mais la frontière irakienne n'était qu'à 50-100 km. Palmyre, ce n'est pas loin de l'Irak, par exemple. Donc, dès qu'on a eu la révolution en Syrie, ou pseudo-révolution, parce que c'est sujet à interprétation, justement, je serais pour ma part assez sceptique sur le côté vraiment révolutionnaire et spontané des mouvements en Syrie au départ, eh bien, on a un État islamique qui s'est construit à cheval sur l'Irak et sur la Syrie. Et puis prenez le cas de la Libye. Je veux dire, qui est particulièrement parlant, à tel point que certaines chancelleries occidentales se posent clairement la question d'une nouvelle intervention, parce que là, aujourd'hui, l'État islamique est à nouveau, est implanté. Là, c'est un pays qui, malheureusement, après la chute de Kadhafi, n'a jamais réussi à retrouver son équilibre, et on a véritablement une poudrière. Je ne sais pas si on réglera un jour le problème en Syrie par rapport à l'État islamique, mais si on coupe la tête de l'hydre là-bas, elle repoussera. Elle repoussera, bien sûr. Elle repoussera, évidemment. La transformation sociale du monde arabe a totalement échoué pour vous, c'est ça? Parce que c'était une des revendications, des grandes revendications lors des révolutions Encore arabes. une fois, on ne peut pas globaliser, parce que vous avez des situations très différentes, sociales, on l'a dit, mais aussi démographiques. Pour la Tunisie. Mais aussi démographiques. Alors, en Tunisie, ça peut évoluer. Maintenant, en Libye, par exemple, le cas de la Libye, déjà, ce n'est pas du tout la même structure sociale qu'un pays comme la Tunisie. C'est une organisation plutôt tribale. Alors, est-ce qu'on peut dire que les aspirations étaient les mêmes? Non. Même si c'était différent, vous pensez que les aspirations n'étaient pas les mêmes? Non, parce qu'en Tunisie, mais par exemple... vous avez entendu ce message de globalisation au moment de ces révolutions. La jeunesse, c'est le prisme globalisant. La même jeunesse, c'est une expression qui était utilisée. Mais c'est une illusion, parce qu'il faut replacer aussi les choses dans leur contexte. Par exemple, en Tunisie, qu'est-ce qui a favorisé la révolution tunisienne? C'est l'éducation. Vous aviez vraiment une classe des jeunes éduqués, et tout cela, c'est le résultat de plusieurs décennies, par exemple, de bourguibisme, le mouvement du président Habib Bourguiba, qui avait vraiment mis l'accent, dans un pays comme la Tunisie, 10 millions d'habitants à peu près, sur l'éducation, en considérant que de toute façon, le progrès, dans le bon sens du terme, le progrès même démocratique à terme, passait par l'éducation. Vous n'avez pas forcément le même niveau d'éducation en Libye, par exemple. Ouais. Donc on a des situations en réalité très différentes. Situations différentes, mais il y avait quand même une aspiration peut-être légèrement commune qui était un petit peu de renverser la table, parce que dans tous ces pays, on avait depuis plusieurs décennies des régimes ultra-autoritaires ou très autoritaires quand même, qui tenaient la barre depuis à part fort en Syrie, longtemps. Justement. À part en Syrie, parce que je regardais il y a quelque temps un documentaire sur France 2, France Télévisions fait du très bon travail là-dessus, sur la Syrie. Service public, mon cher Daniel. Voilà, le service public qui donnait la parole à d'anciens ambassadeurs diplomates en Syrie, qui expliquaient qu'en réalité, à l'époque de Sarkozy et de Hollande, quand on diabolisait à outrance Bachar el-Assad, ce qu'on ne voulait pas comprendre, c'est qu'en réalité, ça peut nous choquer d'un point de vue occidental, mais Bachar el-Assad, contrairement à Ben Ali et à Moubarak en Égypte, avait un vaste soutien populaire. Oui, on pourra en rediscuter du soutien populaire de Bachar el-Assad aussi, parce qu'il y a ces arguments-là, mais il y a aussi des arguments inverses. Beau niveau d'éducation en Tunisie, exactement. Sauf que quand on parlait politique, il valait mieux aller dans une arrière-salle et pas parler trop fort. Nous continuerons à évoquer ces questions-là, ces interrogations-là, parce qu'elles nous intéressent pendant le 20h, parce que c'est aussi ça le débat, susciter l'intérêt, piquer au vif, interroger la société en mouvement sur le pourtour méditerranéen. Vous connaissez la règle, 40 secondes pour résumer votre pensée, donner vos arguments. On va commencer avec vous, Sébastien. Que reste-t-il des printemps arabes ? Ça nous intéresse très directement, vous venez de le dire, parce que tous ces pays sont limitrophes ou presque de la Méditerranée. Aujourd'hui, on a une situation en Libye, on en a parlé, qui va peut-être entraîner une nouvelle intervention. La Syrie est à nos portes, finalement pas si loin. Non, c'est certain qu'il y a une forme de déception, je pense, parmi tous les gens qui espéraient que ces pays arrivent véritablement
ou en tout cas leur population, à se transcender. Après, attention, parce que nos propres révolutions, on ne va pas ramener au XVIIIe siècle, ne sont pas faites en 5 ans, que je sache. Il y a des processus qui sont à l'œuvre, donc gardons-nous de jouer les donneurs de leçons, essayons d'accompagner au mieux ces pays, et les bombes ne sont peut-être pas la meilleure solution. Daniel, 40 secondes, que reste-t-il des printemps arabes ? Alors, j'ai entendu une expression de la part de Sébastien, donneur de leçons. Je pense que c'est un sujet vraiment sensible qui doit appeler à la prudence sur la considération de ces révolutions et de la situation dans ces régions du monde. Je rappellerai juste une chose, c'est un fait qui n'est pas souvent connu, parce que quand on parle du colonialisme français, on pense souvent aux colonies françaises en Indochine ou en Afrique. Mais par exemple, le Proche-Orient, la Syrie, a été colonie française, c'était sous mandat français. Et je précise que la France n'a pas laissé que de bons souvenirs là-bas. La Syrie, quand elle voulait s'émanciper, a été bombardée à plusieurs reprises par la France. Alors méfions-nous des donneurs de leçons, de ceux qui prétendent apporter la démocratie à coups de bombe, et comprenons bien que dans la rue arabe, le Syrien moyen, il ne regarde pas forcément la bonne parole occidentale avec une très grande confiance. Merci beaucoup à vous deux. Vous pouvez aller sur le site de Daniel Arnaud, sur le Nouvel Obs. Il y a les récits, évidemment, il y a les récits de vos voyages, notamment dans les pays arabes. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite sur France 3 Corse Vie Asté, là, pendant le 20h.